Bienvenue à tous dans l'émission Si Jeudi Aidant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique de l'habitat inclusif, autrement appelé habitat intergénérationnel. Depuis quelques années, pour faire face au risque de perte d'autonomie des personnes, de nouvelles formes d'habitat partagé ou d'habitat inclusif se sont développées en France, sous l'impulsion d'associations ou de personnes concernées. Initialement, cette démarche part d'une volonté de construire des réponses inclusives au cœur de la société. L'habitat inclusif se caractérise par 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le libre choix de la personne, qui doit être associé au projet de choisir ce mode de vie qui s'inscrit en dehors de tout dispositif d'orientation sociale ou médico-sociale. Deuxième, c'est un lieu de vie ordinaire qui s'inscrit durablement dans la cité. Les personnes, citoyens à part entière, doivent pouvoir se déplacer et avoir un accès facile aux services et commerces de proximité. Le troisième, c'est un projet de vie sociale et partagé. Ce projet s'appuie sur un accompagnement dans la vie sociale et collective et la possibilité de recourir à une offre de services individuels pour l'aide et la surveillance. La réussite de ce projet repose sur une mutualisation de services qui peut se réaliser notamment par la mise en commun de prestations individuelles. Alors parlons un peu du contexte d'émergence de ces nouvelles possibilités de logement qui reposent sur l'avancée dans l'âge de la population. En 2030, 21 millions de Français auront plus de 60 ans. Sur la volonté de 9 Français sur 10 de vieillir à leur domicile. Ici, c'est important de préciser que le désir d'un chez-soi ne signifie pas forcément rester dans le même habitat. Comme le précise le sociologue Alain Talino, le chez-soi se déplace selon les nécessités, les désirs d'épanouissement personnel pendant tout le cycle de vie. Enfin, le manque d'adaptation de beaucoup de logements aux questions de perte d'autonomie invite ce type de projet. Pour satisfaire cette demande croissante, de nombreux partenariats impliquant des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, des associations, des mutuelles ou encore des gestionnaires d'établissements et de services médico-sociaux se sont développés pour construire une offre nouvelle, favorisant le lien social entre différentes générations et populations. Les types d'habitat inclusif peuvent varier selon les besoins et souhaits exprimés par les occupants. Les modèles d'habitat peuvent prendre la forme de logements individuels, regroupés ou disséminés, comme des petits studios ou des appartements type T1, T2, qui seront conçus autour d'un espace commun ou d'un espace de vie individuel privatif au sein de logements partagés de type colocation. Et pour nous parler du thème de l'habitat inclusif, Maryvonne Crèche nous fait le plaisir de venir nous rendre visite. Bonjour Maryvonne. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu plus Donc, je suis Maryvonne Crèche, je suis directrice d'une résidence autonomie à Levallois-Perret. Et sur ce site, il y a également un dispositif d'habitat inclusif pour jeunes adultes autistes avec une déficience intellectuelle associée. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le contexte d'origine de la création de la maison Harmonia et de la résidence Greffule que vous dirigez actuellement, s'il vous plaît? Donc, la résidence Greffule, c'est donc une résidence autonomie qui est gérée par la Société philanthropique. C'est une maison qui a plus de 150 ans et qui est gérée par l'association depuis une centaine d'années, qui accompagne donc des personnes adultes, seniors, autonomes, mais qui, à un moment donné de leur vie, ont besoin d'un accompagnement un peu plus rapproché pour pouvoir participer à des activités socialisantes, rencontrer d'autres personnes, se sentir moins seul, être plus en sécurité, puisqu'on a des professionnels H24 dans la maison, même si nous ne sommes pas médicalisés. Cette maison, progressivement, s'est développée vers une certaine mixité, puisqu'on accompagne des étudiants sur ce même site depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis, depuis 5 ou 6 ans, on a également des jeunes femmes en situation de réinsertion sur ce même site. Et puis, le dispositif d'habitat inclusif, lui, a vu le jour en 2017. On accompagne donc depuis 2019 dans des logements
individuelles des jeunes adultes autistes. Et ces jeunes, il faut imaginer une sorte de colocation, donc vivent ensemble, disposent de locaux communs qu'ils partagent. Voilà, ils bénéficient d'un appartement chacun. L'objectif pour nous à Maison Harmonia, c'est de faire en sorte que ces jeunes deviennent de plus en plus autonomes dans les actes de la vie quotidienne et qu'ils vivent heureux finalement ensemble dans cette maison. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les différents types de professionnels qui intervenaient au niveau de la résidence Greyfuleux aussi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques-unes de leurs fonctions Alors, à la résidence Greyfuleux, on a une douzaine de salariés. Donc, ce sont des agents de service, donc pour l'entretien des parties communes, la préparation et le service des repas, l'entretien du linge. Et puis, on a une équipe d'accueil, donc pour orienter les visiteurs, répondre aux interrogations des personnes âgées, des étudiants, coordonner les activités au quotidien, puisqu'on a pas mal d'intervenants extérieurs qui interviennent sur le site pour des animations type chorale, type sophrologie, sport, conférences, etc., puisque c'est une des vocations de la maison, que de développer le lien social et ce type d'activité, ouverture sur l'extérieur. On a une équipe de nuit, puisqu'on a une veille de nuit, donc comme je vous disais, une présence 24 heures sur 24. Un homme d'entretien pour les petits travaux du quotidien, et puis une équipe administrative pour l'organisation générale, la gestion des ressources humaines, tous ces sujets plus administratifs. À Maison Harmonia, donc, ce dispositif d'habitat inclusif, c'est dans le même bâtiment, mais on a une équipe dédiée, et la particularité, puisque c'est de l'habitat inclusif, c'est qu'on a au niveau de l'habitat inclusif un seul salarié, c'est le responsable de la maison, qui est éducatrice spécialisée de formation. Et puis en fait viennent ensuite des professionnels d'un service d'aide à domicile que l'association, donc la société philanthropique a créé pour l'occasion. Donc des professionnels d'un service d'aide à domicile qui viennent finalement au domicile des jeunes en situation de handicap pour les accompagner au quotidien, pour la toilette, pour la préparation des repas, pour tous les actes de la vie quotidienne. Donc là, ce sont plutôt une équipe plutôt éducative. Et puis s'ajoute à cela une vingtaine de bénévoles qui viennent quotidiennement à Maison Harmonia pour des activités socialisantes, pour, en fonction de leurs appétences, pouvoir animer des ateliers, que ce soit du chant, que ce soit de l'art plastique, des visites de musées. On a des jeunes bénévoles même qui viennent le soir pour aller boire un verre avec un habitant autiste en particulier, ou pour... on a un jeune qui vient animer un karaoké tous les jeudis soirs, par exemple. On a une bénévole qui est d'accord pour sortir le maillot de bain et aller à la piscine avec un habitant qui va à la piscine régulièrement. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a... C'est la particularité de l'habitat inclusif, ce sont des personnes de l'extérieur qui viennent dans la maison. Et dans ces activités qui sont proposées aux jeunes de la maison, il y a des temps aussi communs avec les autres résidents de la résidence autonomie ? Alors oui, depuis maintenant à peu près 3 ans, on a très fréquemment des temps partagés. C'est vrai qu'au départ, les personnes âgées étaient... on va pas se mentir, un peu réticents à l'arrivée sur le site de jeunes adultes autistes. Ça faisait peut-être un petit peu peur. Et puis, ils ont vu, avec le temps, certainement, que ces jeunes s'étaient intégrés à la vie de la maison. Ils se rencontraient dans le parc. Et ensuite, progressivement, on a pu mettre en place un atelier tous les vendredis après-midi de rencontre entre les deux populations. Et il y a des liens qui se sont tissés. Il y a des personnes âgées, notamment je pense à une dame qui n'est pas très participante aux activités d'une manière générale, assez indépendante. Et le vendredi, elle vient, ça lui fait beaucoup de bien. Elle aime beaucoup échanger avec les jeunes. On a aussi, lors des fêtes, des moments festifs, souvent on partage des repas ou on fait la fête ensemble. Là, par exemple, depuis peu, on est lancé sur un projet de tournage d'un petit court-métrage. Et là, pour le coup, on fait participer les deux populations, donc que ce soit pour être acteur, pour être metteur en scène, ou
ou pour faire le son, les prises de vue. Donc ça permet de tisser des liens, ça permet aux personnes âgées de voir que c'est tout à fait possible de vivre ensemble. Et puis nous, c'est un peu les valeurs qu'on souhaite partager sur ce site, et promouvoir, c'est voilà, cette mixité, ce vivre ensemble sur le site Greffule à Levallois. Et je pensais aussi aux autres populations que vous évoquiez tout à l'heure, notamment les étudiants et les femmes en réinsertion. Alors les femmes en réinsertion sont plus prises sur la journée. Vous allez me dire les étudiants aussi, mais les femmes en réinsertion sont en formation ou travaillent, sont en recherche d'un logement pérenne, par exemple. Donc participent moins concrètement en journée à la vie de la maison. Par contre, les étudiants plus, ne serait-ce que parce que on essaie maintenant de leur faire même signer une convention quand ils arrivent, une espèce de convention de bénévolat où ils s'engagent lorsqu'ils viennent vivre sur le site à rendre des services ou proposer également des activités en fonction de leurs possibilités, de leur emploi du temps. Par exemple, on a une jeune qui chante merveilleusement bien et qui se destine à une carrière dans ce domaine-là et qui, du coup, une fois par mois, fait un concert thématique pour les personnes âgées. Et ça marche très bien. On a une jeune femme qui fait des études de psychologie et qui, du coup, elle est plus encline à aller chez l'un ou l'autre des résidents qui ont plus de difficultés, qui sont peut-être un peu plus isolés, pour tisser des liens et échanger avec eux. On a un jeune qui est pâtissier et du coup qui nous fait des ateliers pâtisserie de temps en temps. Voilà, on a un jeune qui est féru d'informatique et qui du coup dépanne ces dames lorsqu'elles ont un problème avec leur téléphone portable ou leur tablette. Voilà, donc c'est des petits services rendus au quotidien et puis ne serait-ce que de les avoir dans les lieux. Voilà, ils ne sont pas dans des logements séparés, dans un étage en particulier. Ils sont ça et là répartis sur les différents niveaux de la maison. Donc voilà, on vit ensemble. Et de ce que vous disiez avant, on sent bien aussi que chacun apporte en fonction de ses compétences. Exactement. Et pour tout d'ailleurs, comme je disais, les bénévoles, chacun vient avec ses compétences et ses envies. Les étudiants, c'est pareil. Donc en effet, chacun, on essaye de mettre en avant les talents des uns et des autres. C'est vrai, c'est vrai. C'est super. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu maintenant aussi de toute l'organisation administrative autour de l'habitat inclusif, si vous en avez noté des facilités, des difficultés aussi, quelle est votre vision de la viabilité administrative de ce type de logement ? Quand en fait la société philanthropique a décidé de se lancer dans cette aventure de l'habitat inclusif, en fait au départ finalement en 2014 ou 15, quand les prémices avec 2 associations de partenaires de fonder cette maison, il n'y avait pas encore vraiment cette thématique habitat inclusif. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait se positionner en dehors du médico-social, plutôt du logement accompagné. Et qu'en effet, il fallait qu'on trouve un montage financier pour pouvoir rendre viable cette idée de faire vivre ensemble 7 jeunes adultes autistes et présentant des déficiences intellectuelles. Donc, c'est en échangeant avec le département qu'on a finalement pu réfléchir à une mutualisation des aides dont bénéficient les jeunes adultes en situation de handicap, à savoir la PCH, mais ça aurait pu être l'APA si ça avait été des personnes âgées. Donc on a cette possibilité de mutualiser la PCH que perçoit chaque jeune adulte habitant à Maison Harmonia. Et donc avec cet argent mutualisé, nous finançons les aides à domicile, puisque la PCH finance les aides aux actes de la vie quotidienne. Donc on est tout à fait dans ce cadre-là. Alors après, c'est vrai que administrativement, voilà, ce sont d'une part des dossiers. Chaque famille a dû faire un dossier de demande de PCH auprès de la MDPH. Et ensuite, nous, donc société philanthropique, étions dans l'attente des notifications d'accord de cette PCH et du montant alloué
Et donc, une fois qu'on a pu avoir ces notifications, quelques temps après, eh bien, on a pu facturer finalement les interventions du service d'aide à domicile. Ensuite, pour une partie du budget, les recettes proviennent des loyers que paye chaque jeune qui vit à Maison Harmonia, puisqu'en fait, ce sont des logements traditionnels, des studios, donc ils payent, ils signent un bail d'un logement meublé, ils payent un loyer et de l'électricité, des charges, et donc ce loyer chargé nous permet de financer l'amortissement des travaux qui ont été faits dans le bâtiment et les frais de fonctionnement du bâtiment lui-même. Et puis, on a la chance d'être aussi soutenu par une association qui s'appelle Maison pour la Vie, qui a été à l'initiative de cette idée également d'habitat inclusif et de cette Maison Harmonia. Et donc, Maison pour la Vie nous aide et est partenaire avec nous à 2 niveaux. D'abord, parce qu'il recrute, gère, forme des bénévoles, donc la vingtaine de bénévoles qui interviennent à Maison Harmonia très régulièrement. Et puis ensuite, parce qu'ils consacrent une partie de leur budget au fonctionnement de notre maison. Donc ils ont financé certains matériels, notamment par exemple une voiture qui permet de faire des déplacements, mais également du matériel de relaxation. Et puis, ils financent aussi des intervenants extérieurs. Par exemple, c'est grâce à Maison pour la Vie qu'on a un musicothérapeute qui intervient tous les lundis. Donc, la maison pourrait fonctionner si on n'avait pas cela, mais disons que c'est un plus et ça permet de favoriser encore plus l'ouverture sur l'extérieur des jeunes qu'on accompagne à Maison Harmonia. Et une organisation particulière est réservée aux visites des familles Alors, en effet, c'est une question importante puisque c'est un habitat inclusif, ce sont les appartements, donc en théorie, on peut recevoir sa famille quand on veut. En pratique, en effet, ça se fait sans problème. Il faut juste considérer le fait qu'on habite dans une sorte de colocation et donc il faut que chacun respecte les espaces de vie communs. Mais oui, en pratique, on a des parents de jeunes qui viennent même des fois déjeuner sur place, évidemment rendre visite. C'est vrai que plus souvent, c'est l'inverse. Ce sont les jeunes en situation de handicap qui rendent visite à leurs proches le week-end, par exemple. Mais bon, on a la chance d'avoir un grand parc aussi, donc on a pas mal de proches qui viennent pour passer un moment aussi l'été. Pourquoi pas pique-niquer dans le parc, ce genre de choses. Donc oui, il n'y a aucun problème pour les visites des proches, mais ça nécessite quand même d'être cadré pour que ça se passe bien. Et d'accepter la collectivité. Exactement. Ça, c'est un point important, c'est que pour vivre en habitat inclusif, il faut avoir envie de vivre en collectivité. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, comme en colocation. C'est-à-dire que, par exemple, une journée type, les habitants se réveillent, prennent leur petit déjeuner ensemble. Voilà, commencent leur journée ensemble, mettent la table ensemble. Voilà, ce qui n'empêche pas les accompagnements individuels aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une part de collectif non négligeable. Et je me posais la question aussi au niveau de la durée moyenne de résidence des différentes personnes au sein de la Maison Harmonia comme de la résidence Greffus. Alors au sein de la résidence Greffus, la durée moyenne de séjour, c'est à peu près 5 ans. Ouais. Alors ce sont des personnes âgées, voire parfois très âgées. On avait l'année dernière encore 2 centenaires qui vivaient sur le site. Pour Maison Harmonia, ce sont des jeunes, au contraire. On a 5 garçons qui ont tous entre 22 et 24 ans. Les 2 jeunes femmes ont respectivement 30 et 40 ans. Donc en effet, on peut s'imaginer que la durée de séjour peut être toute la vie. La fin de l'accompagnement en habitat inclusif a pu être mise en place pour des habitants malgré tout, parce qu'en fait l'habitat inclusif ne répondait plus à leurs besoins, soit parce qu'ils avaient besoin d'un accompagnement médical ou du coup, médico-social renforcé, ce qu'on n'était pas en mesure d'apporter à Maison Harmonia. Donc en effet, c'est quelque chose qu'il faut envisager, je pense, que ce soit dans un habitat inclusif pour des personnes en situation de handicap ou pour des personnes âgées, parce qu'effectivement, quand
le niveau de dépendance, par exemple, pour une personne âgée devient trop important, forcément. Il peut y avoir des limites. Même si, en théorie, on peut aussi renforcer l'aide à domicile pour accompagner encore plus une personne qui en a besoin. Je dirais que ce qui pose une limite, c'est plutôt lorsque le contexte, la vie en collectivité n'est plus possible. Par exemple, une personne âgée qui développerait une agressivité particulière, ça pourrait devenir compliqué dans la vie du groupe. Voilà. Par contre, si une dépendance physique s'installe, là, ça me semble plus compatible avec un habitat inclusif, si tant est qu'on a un aide à domicile renforcé. D'accord. Voilà. Donc alors, c'est vraiment avoir situation par situation. Exactement. Et une solution qui fonctionnera à un moment T pourra ne plus fonctionner plus loin. Mais c'est ça. Ça peut être renforcé soit dans l'établissement, soit être envisagé dans une orientation. C'est ça. C'est pour ça que c'est important pour nous aussi, à Levallois, d'être bien en lien avec un réseau de partenaires aussi, ce qu'on essaye de développer encore, que ce soit des partenaires médicaux, paramédicaux, avec par exemple le CMP de Levallois. On doit tisser des liens aussi pour que tout ce qu'on n'est pas en mesure d'apporter au sein de la maison, on puisse le faire venir de l'extérieur en fait. Voilà, pour qu'on puisse accompagner le mieux possible, le plus longtemps possible. Et vous répondez à la question qui me venait juste après, en termes de besoins spécifiques qui ne sont pas forcément recouverts par l'intervention de tel ou tel professionnel dans la résidence autonomie ou dans la maison harmonie. Il y a une possibilité de travailler avec des partenaires extérieurs, du coup? Complètement, en fait. Donc, comme je vous disais, la PCH, elle finance les aides à domicile pour les actes de la vie quotidienne. Après, c'est vrai que les besoins médicaux ou paramédicaux, sociaux spécifiques s'organisent également. Par exemple, on a des habitants qui ont besoin d'un accompagnement au niveau d'une prise en charge par un orthophoniste. Et d'autres n'en ont pas besoin. Donc ça peut tout à fait s'organiser. Même chose pour un accompagnement psychologique. On a une jeune femme qui est vue et qui rencontre une psychologue régulièrement. Ce n'est pas le cas de tous les habitants. Et là, pour le coup, 2 options. Soit c'est la personne elle-même qui finance ses interventions, soit c'est une prescription médicale et c'est la sécurité sociale qui vient financer cela. Par exemple, si ce n'est pas le cas, mais si un jeune avait besoin d'un kinésithérapeute, comme c'est le cas à la résidence Grefful, on a de nombreuses personnes âgées qui ont un kinésithérapeute qui vient au domicile, moyennant prescription médicale, ça pourrait tout à fait se faire au niveau de l'habitat inclusif, sans problème. Voilà. Même un ergothérapeute, tout type d'accompagnant, de professionnels extérieurs pourrait intervenir, tout à fait. Ok. C'est en cela, justement, je pense que c'est une richesse comparativement au médico-social, même si on ne se positionne pas mieux ou moins bien que le médico-social. C'est que dans une structure médico-sociale, il y a des professionnels qui sont salariés selon un budget, validé selon les cas par l'État, si c'est financé par l'État. Et c'est difficile d'en sortir tout de même. Alors que là, à Maison Harmonia, c'est de l'habitat inclusif, du logement accompagné. Et donc, chacun est libre de faire intervenir les professionnels qu'il souhaite, en plus du service d'aide à domicile qu'on propose. Donc, c'est une certaine liberté ou souplesse, certainement, qui nous différencie un peu du médico-social, en plus du fait que c'est une petite entité et qu'on a donc un fonctionnement de fait plus souple, certainement. Après, par contre, comparativement au médico-social, on n'a pas chaque jour de la semaine un infirmier sur place, ou bien parfois un médecin sur place, un psychologue sur place. Donc, voilà. Chaque dispositif est différent. Ouais. Mais peut se compléter aussi. Ok. Et si vous pouviez donner un conseil ou une recommandation à un aidant qui nous regarde et qui songerait pour son proche, peut-être en début de perte d'autonomie, un habitat inclusif avec d'autres seniors
d'une situation similaire, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ou une recommandation à lui faire? Je pense que le premier conseil, mais ça c'est comme tout dispositif, c'est de s'assurer que la personne elle-même adhère, quelle que soit la manière dont elle le manifeste, mais adhère au projet. Parce qu'on se rend compte que si la personne n'adhère pas, après, de fait, ça se passe mal. Et si on démarre un habitat inclusif pour finalement stopper, c'est difficile pour tout le monde. Pour la personne qui vient d'emménager, mais aussi pour les voisins qui, du coup, ont commencé à intégrer un nouvel habitant. Et puis ensuite, marche arrière, c'est pas simple. Donc il faut, je dirais, d'abord que la personne adhère. Alors peut-être visiter un habitat inclusif, rencontrer des directions d'habitat inclusif, des professionnels pour se renseigner. Je pense qu'une personne, pour vivre un habitat inclusif, il faut quand même être quelqu'un d'assez sociable, ou du moins d'être à l'aise avec d'autres personnes, puisque c'est de fait des petits dispositifs. Donc ça veut dire que les personnes âgées ou en situation de handicap qui vivent un habitat inclusif sont tout le temps avec les 6, 7, 8 autres personnes, donc il faut quand même bien s'entendre. Un des points importants aussi tout de même, je pense, pour une personne âgée par exemple, qui déciderait de vivre un habitat inclusif, c'est d'avoir encore une certaine autonomie, ne serait-ce que pour pouvoir s'intégrer à la vie de la maison, pour le coup, et puis pouvoir profiter de ce qu'elle propose. Et comment se passe l'admission d'une personne intéressée pour intégrer la Maison Harmonia, par exemple? Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, on rencontre la personne et sa famille. Donc, on explique le déroulement d'une journée type à Maison Harmonia, le concept de Maison Harmonia. On explique la mutualisation de la PCH. On explique qu'il y a un bail à signer, un loyer, etc. Ensuite, si on considère après cet entretien qu'en effet le dispositif pourrait être un dispositif intéressant pour la personne, alors il y a plusieurs temps. D'abord, on propose un rendez-vous, que la famille et le jeune soient rencontrés par un psychologue du groupe, donc de l'association, et un psychiatre de l'association pour échanger. Ensuite, donc, il y a une commission aussi qui se réunit pour effectivement statuer sur la base du dossier qui nous a été transmis de l'équipe qui accompagnait le jeune auparavant, et puis sur la base des échanges avec ce psychologue, ce psychiatre. Donc cette commission statue sur la possibilité de faire un stage à Maison Harmonia. Donc en amont, la responsable, donc l'éducatrice de Maison Harmonia, rencontre aussi l'équipe qui accompagne le jeune dans son IME par exemple, pour vraiment mesurer si les besoins du jeune peuvent être remplis par Maison Harmonia. Donc, quand cette étape est franchie, on propose donc aux jeunes un stage d'1 mois. Et donc, à l'issue de ce stage, un rendez-vous est organisé qui permet au jeune, à sa famille, de dire s'il a envie de poursuivre l'aventure et donc de signer un bail, pour le coup, un vrai bail et plus un bail temporaire. Et puis, charge aussi à l'équipe de dire si, en effet, l'accompagnement au quotidien de la personne a été fructueux, s'est bien passé, correspond aux besoins de la personne et aux possibilités de la maison. Donc, effectivement, il y a ces garde-fous qui permettent de s'assurer des deux côtés que Maison Harmonia répond aux besoins et aux possibilités. Et le stage d'1 mois, c'est donc 1 mois où la personne intègre Tout à fait. Donc, avant le stage, la personne vient passer une après-midi ou une journée, une activité pour voir un peu comment elle se sent dans la maison. Si tout cela se passe bien, en effet, le stage d'1 mois est proposé, où là, pour le coup, la personne intègre le logement et donc vit au quotidien avec le reste du groupe dans son logement à Maison Harmonia. Donc c'est évolutif. Tout à fait. On y va pas à pas. Progressivement, et il y a une possibilité de faire marche arrière si on se rend compte que finalement c'est pas adapté. Merci beaucoup Maryvonne pour ce témoignage très intéressant sur l'habitat inclusif
qui donne à voir d'autres formes de vivre ensemble. Si vous voulez avoir davantage de renseignements sur la résidence Greffule ou la maison Harmonia, je vous invite à regarder en bas de votre écran. En ce qui nous concerne, nous nous retrouvons prochainement pour l'émission Si jeudi aidant, avec le témoignage d'une aidante qui accompagne son mari atteint de DFT. Nous nous retrouvons très prochainement et merci de nous regarder. Bonne journée.